Comment être sûr de prendre la bonne décision? Ai-je tous les éléments pour le faire? Est-ce le bon moment? Est-ce mon rôle? Si vous vous posez l'une ou l'autre de ces questions, ce nouvel épisode de Conversation est pour vous et mon invitée, Marine Balançard, devrait pouvoir vous éclairer. Bonjour Marine. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce nouvel épisode de Conversation. Vous êtes associée fondatrice du cabinet Ariceal aux côtés d'une autre Marine, Marine de Chérizet. Et lorsque l'on se rend sur votre site, il y a en page d'accueil une très jolie signature, Ariceal, créateur de confiance. Or, de la confiance, effectivement, il en faut. Il en faut dans l'époque, il en faut en soi, il en faut dans les autres. Nous allons bien sûr revenir sur tout ceci, mais avant, pouvez-vous nous donner l'étymologie, nous la rappeler du moins, du mot décider? En fait, je m'inspire là du podcast que vous co-animez également avec Marine de Chérizet, qui s'appelle 53 règles d'or pour décider à coup sûr. Absolument. Alors, décider est un terme, un verbe très offensif parce que ça vient du latin decidere et le participe passé latin a donné cécidi et on le retrouve dans les mots français homicide, régicide, fratricide. En gros, décider n'est jamais simple puisqu'il s'agit tout simplement de tuer, en fait, non seulement de renoncer à des opportunités, mais de tuer. Et c'est pour ça que ça a donné ces mots de fratricide, régicide, homicide. Donc, tous ceux qui se disent c'est pas si facile de décider, mais ils ont absolument raison parce que c'est contenu dans le verbe même de décider. Et pourtant, nous ne cessons de décider, ou du moins notre cerveau ne cesse de décider pour nous. Voilà, l'homme est un animal assez génial qui est fait et qui a une propension à décider vite et bien. C'est ce qui fait notre force. Alors, il y a une partie des décisions qui sont inconscientes, hein. Heureusement, la majeure partie des décisions sont automatiques. Elles résultent de l'expérience. Par exemple, le chemin que je prends pour aller au bureau, je ne réfléchis plus, ça n'est plus une décision tous les matins. Et heureusement, ça vient de l'habitude. Je peux considérer que j'optimise le trajet, que je sais ce que j'ai à faire et je n'y pense plus. Et pour les décisions plus difficiles, là, on fait appel à un autre mode de pensée qu'a très bien décrit Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, c'est-à-dire le système 2 de la pensée, qui est plus analytique, qui prend beaucoup plus de temps, qui consomme de l'énergie et qui concerne toutes les décisions qui ne doivent pas être automatiques ou inconscientes ou irréfléchies ou impensées. Je le disais en ouverture, vous dirigez un cabinet qui s'adresse à des décideurs, des dirigeants, des managers, avec une offre qui est à la fois des formations, du coaching, des conférences. Ça veut dire que vous nous proposez une seconde chance, celle de pouvoir apprendre à décider ce que peut-être ne prépare pas une scolarité ou de grandes études? Non, on n'apprend effectivement jamais à décider et pourtant on prend plusieurs milliers de décisions par jour. Et je voudrais rassurer tous les auditeurs, nous savons très bien prendre des décisions. La plupart des êtres humains sont très doués pour la prise de décision, sinon on n'en serait pas là en tant que personne, chacune, et en tant qu'humanité. C'est-à-dire que l'humain est quand même l'animal en haut de la pyramide sur Terre. Donc nous sommes de vrais décideurs. Par contre, on a rarement l'occasion de s'interroger sur la façon dont on prend des décisions. Et on a rarement l'occasion de se demander, tiens, là je me suis trompée une fois, deux fois, si je dois repenser les choses, à quoi est-ce que je dois penser? Et en France, notamment, quand on pose la question aux managers, aux décideurs, aux patrons d'entreprise, bah, ils se disent toujours, c'est que j'ai manqué, je suis pas assez intelligent, j'ai manqué d'intelligence dans cette décision. Et nous, notre travail, c'est de dire tout à fait, certainement, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte dans la prise de décision. Pour réussir une décision, on engage son corps. Et en France, on ne parle pas beaucoup du corps finalement, et encore moins en entreprise. Et il y a un autre paramètre essentiel à la prise de décision, ce sont les émotions. Et là encore, et particulièrement en France, les émotions, pardon, sont un peu des tabous. C'est assimilé à des problèmes personnels.
ou c'est assimilé à quelqu'un qui ne se maîtriserait pas. Or, les émotions sont le cœur de la prise de décision et elles alimentent en fait la rationalité. Donc, c'est sur ces points-là que nous travaillons beaucoup en prise de recul avec les managers et tous ceux qui sont amenés à prendre des décisions. On les aide à prendre du recul, on leur donne les outils pour prendre du recul. Mais ces chefs d'entreprise, lorsque vous leur parlez corps, eux qui ont été formés dans de très grandes écoles, et on va revenir dans un instant sur votre parcours, ainsi que sur celui de votre associé, ils vous regardent avec des grands yeux? Oui, ils nous regardent avec des grands yeux, notamment dans les très grandes entreprises où on a tendance à assez vite dire qu'on peut signer des accords de télétravail, par exemple, et que pourquoi pas faire du 100% remote, c'est-à-dire pourquoi pas faire du 100% travail à la maison. Finalement, les gens seront quand même engagés derrière leurs écrans. C'est comme si les gens n'avaient plus de corps, en fait. C'est comme si le corps ne comptait pour rien. Or, dans la communication entre les êtres humains, on sait, et ça, on le sait depuis très longtemps, que 70 à 80% de la communication se fait par le non-verbal et le paraverbal. Donc, c'est une hérésie, enfin, c'est presque une faute d'oublier la présence du corps en entreprise. Et parfois, dans nos formations, nous avons des médecins du travail qui, eux, ils reçoivent leurs patients, c'est un corps à corps. Et donc, eux, ce sont les premiers lanceurs d'alerte quand une situation se dégrade, que ce soit dans l'entreprise ou à cause de l'environnement concurrentiel. Ce sont les corps qui parlent les premiers. Ce fameux ressenti qui nous dit tu as pris une bonne décision ou peut-être tu t'es planté ou le ressenti encore qui nous dit c'est pas encore le moment. C'est-à-dire qu'en collectif, on a besoin que les autres soient là pour prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on aura plus d'informations, donc on a besoin d'être physiquement ensemble présents. C'est mieux pour des questions d'information, de qualité d'information. Et le décideur lui-même, il ressent dans son propre corps, quand il est aligné avec sa décision, il y a une espèce de soulagement. C'est-à-dire que en fait, prendre une décision consomme énormément d'énergie et c'est pas tellement quand on rassemble les informations qu'on consomme d'énergie, mais c'est au moment où on va devoir se décider. Et là, on a une consommation de glucose énorme, d'où le soulagement et le ressenti et le bien-être une fois qu'on a pris la décision et qu'elle est alignée avec ce qu'on est, ses valeurs et qu'on a fait du mieux que l'on pouvait, bien sûr. Parce que parfois, on est vraiment face à des dilemmes Hmm. qui sont difficiles à supporter émotionnellement. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont fait de leur mieux, et puis il y a ceux qui ignorent que leur décision a été soumise à un biais cognitif. Et avec Marine de Chérizet, vous insistez beaucoup là-dessus dans vos formations, vos séminaires et également votre podcast. Voilà. On aimerait beaucoup que nos décisions soient parfaitement rationnelles et rentrent parfaitement dans une analyse implacable. Mais de nombreuses études ont montré que oui, les juges, quand ils sont fatigués, donc en fin de journée ou juste après le repas, sont beaucoup moins cléments et donc prononcent des condamnations beaucoup plus fortes. Mais c'est pareil, en fait, pour un assureur qui passe vous voir pour estimer des dégâts juste après le déjeuner. C'est pareil pour un jury à l'oral quand vous passez des concours dans des écoles. Et c'est pareil pour les entretiens d'embauche. Donc, il faut savoir, et on le sait, nous qui animons beaucoup de formations, après le déjeuner, par exemple, c'est une période critique où il faut arriver pour faire prendre les bonnes décisions, il faut arriver à réveiller l'auditoire, il faut arriver à animer le collectif. Il y a aussi de nombreux biais cognitifs qui sont des raccourcis de la pensée inconscients et systématiques. C'est-à-dire que toutes nos journées, toutes nos décisions sont truffées de biais qui nous permettent de décider en gros vite et bien, on va dire ça. Sauf que comme ils agissent à notre insu, parfois on ne voit pas qu'on est en train de tomber dans un piège de la décision et qu'on est en train, en fait, de prendre une extrêmement mauvaise décision et on s'en rendra compte trop tard si on n'est pas vigilant sur ces biais cognitifs. Vous écoutez Conversation, mon invité est Marine Balançard, associée fondatrice du cabinet Ariceal, aux côtés de Marine de Chérizet.
Et je ne suis pas encore revenu sur vos parcours respectifs. Votre associé a fait HEC, vous-même, vous avez fait Sciences Po, toutes deux passé de très longues années en salle de marché, un univers extrêmement rationnel, et nous avons commencé par parler ressenti, corps, émotion. Ce contenu, c'est la vie qui vous l'a appris? Je dirais que, en ce qui me concerne, et je pense que c'est la même chose pour Marine de Chérizet, une longue expérience en salle des marchés, qui est un univers de décision à haute fréquence, c'est-à-dire qu'on prend des décisions tout le temps, très vite, très jeune, et on a le retour sur décision, le résultat tout de suite. C'est-à-dire on fait une opération, c'est dans les secondes qui suivent qu'on sait si c'est bon, pas bon, si ça a marché, pas marché. Et donc on a un apprentissage décisionnel qui est extrêmement rapide et puissant. Si on n'y arrive pas, en fait, on est sorti très vite de ce genre de système. La, donc oui, en faisant ça pendant 18 ans, oui, j'ai appris à décider, j'ai regardé mes clients décider, je les ai même guidés, et j'ai vu des différences culturelles. Par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus consensuel, c'est-à-dire un opérateur de marché va beaucoup consulter avec sa hiérarchie, ils vont prendre une décision très forte, très consensuelle, sur laquelle ils vont avoir du mal à revenir. Ce n'est pas forcément le cas avec les clients français, par exemple, qui sont plus sur l'individu et les capacités personnelles de l'individu à engager des décisions réussies. Voilà, donc oui, la vie nous l'a appris. Et la deuxième chose que j'ai remarqué en salle des marchés, c'est que c'est un ensemble de gens très bien formés, rapides, très entourés, très aidés, parce qu'il y a énormément de moyens, des juristes. Et pourtant, ça ne suffit pas à prendre des décisions réussies. Donc, on a eu par exemple la crise des subprimes. C'est une espèce de faillite collective de gens euh, qui sont très bons, voilà, qui ont été triés sur le volet, qui sont très aidés. Il n'y a pas de il n'y a pas d'angle mort qu'ils n'ont pas vu. Et donc, c'est ce qu'on avait dit également pour la crise sanitaire, hein, c'est dans les retours d'expérience, c'est qu'il ne suffit pas d'être très fort dans son domaine et très expert pour réussir ses décisions. Et ça, c'est quand même très étonnant de savoir que, par exemple, dans une salle des marchés, on peut laisser passer un Kerviel, qu'on peut laisser passer un sujet comme les subprimes, ou que John Kennedy peut se tromper dans son débarquement à Cuba en prenant une décision avec les meilleurs, mais les meilleurs de chez les meilleurs. Voilà. Et de prendre une stratégie, d'engager une stratégie absurde qui a failli enfin, qui était la première décision de sa présidence et qui lui a coûté très cher. Voilà. C'était l'histoire de la baie des cochons. Voilà, une mauvaise stratégie, une mauvaise application, des erreurs à l'appel. Vous me faites une excellente transition, Marine Balançard, en citant Kennedy, effectivement entouré des meilleurs experts. Pourquoi n'a-t-il pas écouté son intuition? Parce que ça aussi, c'est un élément décisif. Alors, on le sait, Kennedy était très jeune, en fait, quand il est arrivé à la présidence. Et donc, il n'avait pas d'intuition parce qu'il n'avait pas vraiment d'expérience au niveau national. Et il se trouve que autour de lui, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience et qui, sous la présidence précédente, avaient déjà plus ou moins engagé une décision pour Cuba, qui était le débarquement, voilà, avec des Cubains entraînés par les États-Unis. Et donc Kennedy, du fait de son inexpérience, s'est laissé emporter par cette puissance et intellectuelle, de compétences, d'expérience du patron de la CIA, du général en chef des armées, de la marine, etc. Et en fait, il a eu raison de ne pas se fier à son intuition, parce que l'intuition, en fait, c'est le résultat de l'habitude. C'est-à-dire, par exemple, dans la banque, un dossier de crédit, quelqu'un qui fait ça toute la journée, il va très vite pour évaluer et il dit, j'ai l'intuition que c'est bon, que c'est pas bon. Mais en fait, c'est de l'expérience. Et Kennedy n'avait pas du tout d'expérience à l'international. Et donc, oui, il s'est fait emporter par d'autres biais, mais oui, il a eu raison de ne pas se fier à son intuition car il n'en avait pas. Une personne aguerrie à son poste avec de nombreuses années d'expérience, là, vous lui dites, écoutez-la, l'intuition peut vous faire gagner du temps?
Exactement. L'intuition fait gagner du temps, fait qu'on décide très vite et très juste. Mais pour ça, il faut que l'environnement dans lequel on a appris à décider ne change pas trop. C'est-à-dire, si vous êtes une DRH et que vous faites des milliers de recrutements chaque année, ça va aller de plus en plus vite et vous savez pourquoi vous embauchez cette personne ou pas. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous le savez au fond de vous. Et ça, c'est une sorte d'intuition que vous avez que ça va marcher, pas marcher. Voilà, mais ça, c'est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que quand l'environnement change, l'intuition n'est plus vraiment fiable. Et pourtant, elle va parler tout le temps et c'est là qu'elle peut nous faire faire des erreurs. Lorsqu'on pense décision, on pense décideur. Alors, Oui. est-ce que manager, c'est décider? Ah oui, manager, c'est décider, c'est une des prérogatives d'ailleurs du manager, c'est une de ses libertés. C'est-à-dire que l'autre face de la décision, enfin c'est la décision, c'est la responsabilité. Donc je vais endosser les conséquences de ma décision, mais c'est aussi la liberté. En fait, c'est ma liberté en tant que manager de pouvoir emmener mon équipe dans telle direction ou dans telle autre. Et donc, c'est une des compétences extrêmement importantes pour les managers. C'est d'ailleurs cette compétence qu'on a vu émerger pendant la crise sanitaire, quand il a fallu réorganiser en urgence les équipes au sein des entreprises. Ça a été du pain béni pour certains managers qui étaient jusqu'ici un peu coincés dans des non-décisions. Et tout à coup, pendant la crise, ils ont pu s'en donner à cœur joie. Voilà, prendre des décisions ajustées et avec leurs qualités personnelles. Parce qu'il faut quand même quelques qualités personnelles pour réussir à décider. La crise, là encore, a révélé des talents, hein. C'est ça qui est intéressant. Mais j'ai entendu le mot responsabilité. Il n'empêche que, bon, si la décision, c'est une affaire de chef, je ne suis pas concerné. Éventuellement, je mets en action la décision, mais je ne suis pas impliqué, je ne suis pas concerné. C'est pas mon affaire. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez participé à l'information qui a précédé la prise de décision, donc vous avez fait des réunions, etc. Et là, vous êtes responsable de ce que vous avez dit ou pas dit. Si vous n'avez pas tout dit, là, c'est presque difficile de se sentir responsable de la décision. En fait, quand on participe à une prise de décision, c'est important de tout dire. Et une fois que la décision est prise par le chef, si j'ai tout dit et que la décision ne va pas dans le sens que je voulais, je suis quand même capable de la porter auprès de mes équipes parce que j'ai la certitude d'avoir dit, d'avoir été entendu, que ça a été pris en compte. Ça ne va pas dans le sens que je souhaite, mais je peux la porter. Voilà. Si on m'empêche de dire, là, c'est plus difficile, effectivement, de porter une décision qui arrive d'en haut et qui descend comme un éclair. Et c'est pour ça que ce sont des choses qui ne sont plus tellement acceptées dans les entreprises, hein. On parle beaucoup de co-construction, du collectif qui décide, d'impliquer les équipes, parce que le monde du travail, la perception du travail a un peu changé. On a du mal à supporter les managers qui décident d'un coup comme ça, sans qu'on sache d'où ça vient et comment ça s'est fait. Et ça passe très très mal auprès des équipes. Même si les managers sont en droit pour des décisions évidentes de le faire, eh bien, malgré tout, en ce moment, ça passe très mal. Donc, il faut faire attention. J'entends qu'il y a parfois des pétitions qui circulent contre des managers pour des décisions, non pas qui soient mauvaises, mais qui n'ont pas été prises de la façon dont le souhaitent les équipes, c'est-à-dire sans consultation. Voilà. Donc, on est à l'ère du collectif, de la co-construction, il y a des méthodes, le co-développement. Voilà. On est vraiment en ce moment là-dedans. C'est une demande très forte des collaborateurs. Demande des collaborateurs, mais la réalité des CODIR est-elle la même? Peut-on vraiment, au risque peut-être de perdre son poste, sa fonction, dire ces quatre vérités à un président? Est-ce qu'il n'y a pas, et ça pourrait être un biais également, un Mm. effet de cours? Oui, c'est cela. Effectivement, l'effet de cours, donc tout le monde est en risque, hein, sur l'effet de cours. L'effet de cours, c'est que vous êtes entouré de personnes qui travaillent avec vous et qui vous disent pas vraiment la réalité de ce qui se passe. Donc, vous prenez une décision et on vous dit oui, oui, c'est très bien, alors qu'en fait, ça marche pas ou que ça ne va pas, qu'il y a des mauvaises
des mauvais retours. Donc, c'est un peu comme l'effet de cour à Versailles, avec, on dit toujours au roi ce qu'il veut entendre. Donc ça, c'est très dangereux pour le manager parce qu'en fait, c'est comme s'il avançait dans le brouillard. Euh, Et effectivement, il faut... En fait, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, c'est vrai que souvent, ce sont des gens qui ont une très forte personnalité, une vision très forte. Ils y tiennent beaucoup et c'est eux les patrons. Et c'est vrai, souvent, ils donnent une impulsion à l'entreprise. Et donc, c'est difficile de le contredire. Et c'est même... et donc, là, il faut utiliser de méthodes qui sont... parce qu'en fait, un chef d'entreprise a quand même intérêt à avoir autour de lui une équipe diversifiée qui ne va pas penser comme lui, ne serait-ce que pour voir tous les aspects d'un problème. Et donc, en fait, dans ce cas-là, l'union fait la force. C'est-à-dire que dans une réunion, si vous êtes tout seul, vous êtes vulnérable. Si vous avez au moins un allié qui peut dire je suis assez d'accord, on pourrait voir autrement les choses, bah là, vous êtes très fort. Voilà, il suffit d'être deux, hein. Ça, il n'y a pas besoin d'être plus. Et c'est juste parfois important de remettre, pour remettre la pensée en marche. C'est-à-dire pour empêcher que le groupe parte tout de go dans une direction, comme un seul homme, et dans la mauvaise direction. Parfois, même juste exprimer des doutes en disant j'ai un doute, ça peut suffire à remettre la pensée en marche. Vous écoutez Conversation, mon invité est Marine Balançard, associée fondatrice du cabinet Ariceal. Nous parlons prise de décision. Et il se trouve, pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement, que vous le savez, je suis un passionné par le disque de Marston. Le disque, ce sont des dominants, des influents, des stables, des conformes, et les couleurs correspondantes, rouge, jaune, vert, bleu. Un dominant est par définition un décideur, il lui est très facile de trancher, mais le bleu, par exemple, le conforme, qui lui a besoin de vérifier, d'avoir un maximum d'informations avant de prendre une décision, cela prouve que nous ne sommes pas égaux face à la prise de décision. Oui, mais c'est en fait le disque, je suis d'accord avec vous, Daniel, est un excellent outil que moi-même je m'y réfère assez souvent parce que en fait il ne suffit pas de savoir décider. Là vous parlez des personnes rouges qui ont la décision dans leur ADN en fait. Ils décident assez fortement, ils passent à l'action très vite et ça peut déstabiliser des personnes dans les équipes qui ont besoin qu'on leur explique beaucoup, qu'on les guide, qu'on les rassure, qu'on leur donne des chiffres, des preuves que la décision va être la bonne. Et là, c'est un subtil équilibre qu'il faut trouver parce que en réalité, la décision, c'est l'incertitude. En réalité, vous prenez une décision, vous ne savez pas quelle va être l'issue de la décision. Vous achetez un appartement qui répond à tous vos critères. Tant que vous n'y avez pas vécu 365 jours, toutes les saisons, la nuit, le jour, vous ne savez pas si c'est une bonne décision. Et en entreprise, c'est pareil. Un manager, un chef d'entreprise prend une décision, il n'a pas toutes les cartes en main, il prend un risque et c'est l'incertitude. Et ça, c'est angoissant pour des personnes effectivement qui ont besoin de plus de stabilité et de beaucoup d'explications. Et donc là, c'est le rôle du décideur, hein. Moi, j'invite tous les décideurs à faire ce test disque pour bien comprendre les attentes de leurs équipes, voilà, et donc de changer un peu leur, non pas du tout leur façon de décider, mais la façon dont ils vont porter la décision auprès des équipes pour pouvoir emmener le collectif derrière eux. Alors, je voudrais boucler notre conversation puisque nous arrivons au terme de cet échange avec ce que nous abordions en début d'entretien, les biais cognitifs. Et il semblerait que notre cerveau ne puisse pas choisir au-delà de 3, 4 possibilités, mais il en faut au moins 3, 4. Deux, c'est pauvre. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. En fait, là, vous êtes en train presque de parler de la différence entre un choix et la décision. Quand vous devez prendre une décision sur où est-ce que je vais habiter, en fait, le monde s'offre à vous. Donc, il y a des milliards de possibilités. Si je vous dis, vous préférez Montpellier, Alès ou Paris, là, vous êtes dans le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a enterré les autres choix possibles avant vous. Il a choisi avant vous. Il a décidé que le monde, c'était pas possible.
Et donc, il restreint le choix à trois possibilités. On sait que, en fait, il suffit de voir, pour savoir quel est le nombre idéal de propositions, pour aider les gens à décider. Vous regardez les abonnements pour les journaux, il y a toujours trois choix. Et ceux qui s'abonnent prennent toujours le choix du milieu. Voilà. Et donc, ça suffit à penser qu'on a eu le choix. Plus que trois, c'est trop difficile. Quand on pense au choix du téléphone portable, il y a tellement de paramètres et de possibilités qu'en fait, on n'arrive pas à se décider. Donc, on va décider de façon irrationnelle ou sur un seul critère. Et donc, oui, pour aider les gens à se lancer dans la décision, on peut réduire le nombre de possibilités. Mais il faut bien avoir conscience qu'il y a une grande partie des possibles qui a été enlevée avant nous. Voilà. Donc, il faut juste rester conscient qu'il y a d'autres possibilités, mais qu'on ne nous les a pas montrées. Bref, qu'il y a des influenceurs partout. Voilà, il y a des influenceurs partout. On dit souvent trop de choix tue le choix, c'est qu'on est vraiment paralysé quand on a trop de choix. Et les entreprises l'ont vécu récemment parce qu'ils voulaient moduler l'accès au télétravail, les possibilités, les jours, coller aux vacances, pas coller aux vacances, le mercredi. Et ils ont mis des dizaines de choix possibles. Les collaborateurs devaient cocher la bonne case pour eux et ils n'arrivaient pas à choisir. Et donc, les entreprises ont revu à la baisse et ont donné deux ou trois possibilités. Voilà. Parce que sinon, on n'arrive pas à choisir. On est diachronique, c'est-à-dire on prend les choses les unes après les autres. On n'arrive pas à avoir 100 possibilités en même temps. Nous sommes dans les derniers temps de cette conversation avec Marine Balançard, associée fondatrice du cabinet Ariséal, aux côtés de Marine de Chérizet, donc deux Marines. Lacan disait que tout est dans le nom du père, mais je m'interroge avec vos prénoms. Vous avez toutes deux des prénoms qui vous prédisposent à l'ajustement permanent. C'est le propre de celles et de ceux qui vont prendre la mer. Ça a joué dans une question que je me pose vous concernant, mais qui effectivement a trait à chacun d'entre nous, le fait de décider d'être vous-même. Oui, en fait, effectivement. Alors, marine, ça renvoie effectivement à la mer, à la navigation. Et en fait, prendre des décisions, c'est vraiment faire une navigation, c'est-à-dire qu'on a un horizon. Il y a ce que l'on a envie d'atteindre, que ce soit un horizon pour une entreprise ou pour soi-même, hein. Qu'est-ce que je veux devenir moi en tant que personne et qu'est-ce que je veux avoir accompli sur cette terre? Et puis après, il y a la... Donc ça, c'est l'horizon. Et puis, comme dans toute navigation, il faut tirer des bords, hein. Faut pas foncer tout droit. Parfois, il faut faire des grands détours pour prendre de meilleurs vents. Donc effectivement, ce travail au sein d'Ariséal, c'est une invitation à chacun à devenir complètement acteur de sa prise de décision. Et puis, acteur, en fait, on est ce que l'on fait dans la vie. On n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait. Et donc, à partir du moment où vous devenez acteur et vous posez vos décisions, et ben, vous devenez la personne que vous avez envie de devenir et vous avancez vers cet horizon. Et c'est à ça que j'invite tous vos auditeurs, c'est à poser les décisions qu'ils ont envie de poser, à être influencés par ce qu'ils ont envie d'être influencés et ne pas se laisser influencer n'importe comment et à être conscient que en fait c'est eux qui dessinent le monde. Personne ne dessine le monde à notre place. C'est chacun de nous, vous, moi, au quotidien, par nos décisions, par ce que l'on fait. Vous serez d'accord pour dire, Marine Balançard, que le coaching, comme la formation, peuvent nous faire gagner du temps en matière justement d'art, de décider? Oui, parce que là, ça c'est absolument certain, puisque soit l'expérience nous a appris que, et dans ce cas-là, on devient bon décideur, mais plutôt à un âge avancé. Soit on se forme avant et on reprend, c'est pas très compliqué, hein, les fondamentaux de la décision, corps, émotion, rationalité, dans quel environnement je décide, les biais cognitifs, la décision collective, et là vous êtes paré pour être un excellent décideur et décider en pleine conscience en fait. Et donc nous on travaille qu'avec les gens qui décident très bien, c'est-à-dire tout à chacun. On est là parce que on s'est décidé et on donne une plus-value à l'entreprise, aux managers et aux collaborateurs parce qu'ils développent un langage commun, ils savent quels sont les points cruciaux, euh, la présence du corps, la maîtrise des émotions, l'intelligence émotionnelle par exemple.
et il l'applique au quotidien. C'est vraiment un travail ou une hygiène quotidienne de la décision. Et voilà, l'idéal, ce serait vraiment de l'apprendre dès l'école, voilà, une décision, ça vient pas d'un pur esprit, ce n'est pas possible. Ce serait vraiment s'amputer de multiples ressources. En attendant que cela soit enseigné à l'école, il y a heureusement la possibilité de la formation permanente et continue tout au long de la vie. Si vous Mm. êtes intéressé, ariceal.fr. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas de besoin immédiat de formation, je vous invite quand même à aller sur ce site ariceal.fr car il y a une mine de citations. Ça s'appelle la Minute d'Ariceal. J'en ai trouvé plusieurs. Il faut faire un choix. Donc, j'en donne une qui parlera à beaucoup de décideurs en entreprise. Elle est signée Churchill. Si deux hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Merci, Marine Balançard, de nous avoir aidés à grandir. Merci Daniel. Ainsi se termine cet entretien avec Marine Balançard, fondatrice associée du cabinet Ariceal. Marine Balançard, que vous pouvez retrouver aux côtés de Marine de Chérizet en audio sur l'adresse suivante podcast.ocha.co/décider. Vous y entendrez à deux voix un livre audio, Décider, ça se travaille, 53 règles d'or pour décider à coup sûr. Et c'est en fait la déclinaison d'un livre publié en 2019 chez Erol Éditions, livre écrit à quatre mains. De mon côté, si vous voulez en savoir plus sur mon offre de formation et de coaching en média training, prise de parole en public, leadership émotionnel et bien sûr langage universel des couleurs disque, une seule adresse, www.laboîteauximages.com.